En fait, quand on pense à la carte, évidemment, il y a les routes, évidemment, il y a des informations de base, mais plus on monte dans les couches, plus le nombre d'informations qu'on peut mettre sur une carte grandit. Et ce qui est intéressant en se mettant ensemble et en prenant l'open source, c'est que du coup, le point en bas de cette pyramide est commun à tous. Bonjour Léo Sey. Bonjour, Jérôme. Vous êtes vice-président chargé des produits chez TomTom. TomTom, quasiment une marque mythique de la tech. Qui n'a pas eu son GPS TomTom? Vous pouvez nous rappeler un petit peu, malgré tout, pour ceux à qui ça aurait échappé, en quelques mots, l'histoire de cette marque et ce qui s'est passé ces dernières années? Alors TomTom, un peu plus de 30 ans, t'es les pionniers du GPS embarqué dans beaucoup de voitures au début des années 2000. Ça a fait son succès, ça a démocratisé la navigation embarquée, ça a été un innovateur pour être capable de mettre une carte et de la navigation dans un tout petit appareil dans toutes les voitures. Alors c'est sûr que l'arrivée des smartphones et la démocratisation des applications de cartographie, de navigation, aussi bien Google que Apple plus récemment, a rendu la tâche plus difficile ou le marché plus petit. Donc TomTom a su basculer et travailler beaucoup avec les constructeurs automobiles pour continuer de fournir sa cartographie, sa navigation, ses informations d'aide à la conduite directement dans les voitures, aussi bien pour la navigation de base, mais aussi pour toutes les aides à la conduite de plus en plus sophistiquées qu'on voit avec la direction vers l'automatisation de la voiture. Et puis plus récemment, on s'attaque à un gros chantier qui est comment réanimer ou comment raviver un peu le marché de la cartographie, qui est un marché très pervasif. Tout le monde a besoin de données de localisation, et puis pourtant c'est devenu une commodité. Google Maps, Apple Maps, ça existait partout. Donc pour vivre de ce business, c'est très compliqué. On a fait le choix de l'open source et de construire notre business dessus. Et on a plein d'idées très intéressantes qui semblent résonner avec le marché. Voilà, donc c'est la troisième page peut-être de TomTom qui est en train de s'écrire. Et puis TomTom qui est, rappelons-le, une entreprise européenne, basée à Amsterdam, fondée à Amsterdam. Mais c'est vrai que ça a été dur de résister aux bulldozers Google, Waze, etc. On va en parler. Alors aujourd'hui, TomTom, vous faites quoi? Vous faites encore des appareils TomTom ou uniquement du logiciel et de la cartographie? On a toujours des appareils. Il y a certains marchés un peu niches qui sont toujours intéressés par ces appareils. Je pense aux poids lourds, je pense aux camping-cars et aux caravanes qui aiment bien avoir des grands écrans, ce que le téléphone ne fait pas forcément, qui aiment bien avoir des données spécifiques. On rappelle que Google ou Apple n'ont pas forcément les informations de hauteur de tunnel ou de rayon de virage, etc. Donc certains types de véhicules sont toujours friands de ce type d'appareil hardware. Mais pour le gros de notre business, c'est effectivement de la cartographie et du software. Oui, vous êtes retiré notamment du marché américain en termes de produits, C'est de ça. devices. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs briques dans votre métier. Il y a le hardware, voilà, on en a parlé. Et ensuite, il y a la partie logicielle et la partie cartographique. Donc, vous l'avez dit, la cartographie aujourd'hui, c'est de l'open source. Vous vous basez sur l'open source, c'est-à-dire plus précisément? Alors, tout n'est pas open source, mais c'est sûr que la cartographie, à la base, c'est de la donnée. Et la donnée coûte cher à l'acquisition. Donc l'idée, c'était de dire, plutôt que d'avoir plein de concurrents, donc nous, Google, HERE Technologies, qui essayent de construire une carte de A à Z sur nos propres fonds et d'essayer de la commercialiser derrière. Ce que vous faisiez au début. Ce qu'on faisait avant, exactement, et ce que d'autres continuent de faire. On a décidé de lancer l'exploration, de rejoindre la communauté open source, donc en particulier OpenStreetMap, mais pas que, et de faire des coalitions. Donc on a lancé une coalition Overture avec Facebook, Microsoft et Amazon, où ensemble on met en commun les couches basses de la cartographie. Donc en fait, quand on pense à la carte, évidemment, il y a les routes, évidemment, il y a des informations de base, mais on peut penser à une pyramide un peu inversée, si vous voulez. Plus on monte dans les couches, plus le nombre d'informations qu'on peut mettre sur une carte grandit. Et ce qui est intéressant en se mettant ensemble et en prenant l'open source, c'est que du coup, le point en bas de cette pyramide est commun à tous. Et du coup, pour n'importe qui veut se servir de ces données-là, plutôt que de devoir entrer un schéma dans un monde un peu propriétaire, où toutes les références de base sont propriétaires. Là, on est sur une référence commune. Donc, tout le monde peut construire ensemble. Et du coup, nous, on est rentré dans ce monde-là pour la partie couche de base. Alors, bien sûr, pour tout ce qui va au-dessus, ce qui va être les limitations de vitesse, les informations beaucoup plus
pointues de la carte qui peuvent servir pour l'assistance à la conduite ou autre, ça reste des informations propriétaires, mais on se concentre sur ces informations plus hautes dans la carte, à plus forte valeur ajoutée, et tout ce qui est partie de base de la carte, on se met tous en commun. Amazon, Microsoft, Facebook et nous. Et puis, il y a les infotrafics aussi. Comment est-ce que vous faites pour ça aujourd'hui? Alors, on a plein de sources. On a, les gens le savent pas forcément, mais aussi bien Google Maps au début se servait des cartes TomTom. Alors depuis, ils ont investi leur propre cartographie, mais Apple aussi, pendant très longtemps et dans certains pays, se servait des cartes TomTom. Et toutes les voitures sur la route qui ont la navigation TomTom nous envoient aussi des informations de trafic. Donc en termes de trafic, on est les leaders du marché. On a un trafic très très précis. Qui est basé sur du collaboratif comme Waze ou autre, ou c'est basé sur les signaux GPS et les informations d'échantillonnement de position des voitures, des téléphones. Donc si vous voulez, oui, collaboratif parce que ça vient des utilisateurs, mais ils n'ont pas d'action à faire. On le collecte automatiquement de manière anonyme et agrégée. Et après, pour les fermetures de route, etc., il y a une partie collaborative, il y a une partie directement intégrée avec les systèmes des villes et des planificateurs urbains. Donc, on s'intègre un peu partout, même avec les caméras embarquées des voitures qui peuvent extraire de l'information et une fois que c'est anonymisé et traité, nous l'envoyer directement. On pense aux panneaux de signalisation, de travaux, de fermeture, de changement de vitesse, etc. Toutes ces petites caméras et ces petits yeux sur la route processent de l'information et on est en partenariat avec certaines de ces marques pour capturer cette information-là. Et vous pouvez collecter tout ça, par exemple, des panneaux, des coupures de route, etc., via les véhicules connectés dans lesquels il y a vos solutions. Exactement. Alors, pas tous, évidemment. Ça dépend de la caméra, ça dépend des logiciels embarqués, ça dépend de l'appétit des constructeurs, etc. Mais du moment qu'on arrive à faire ça de manière anonyme et complètement agrégée, oui, on est en position de le faire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit en partie nos couches hautes. C'est-à-dire que la voiture devient génératrice de données, même à l'insu de l'automobiliste, en fait. Exactement. Enfin, ça l'était déjà pour le trafic. Alors, encore une fois, il n'y a pas la position de ce conducteur qui est donnée. Donc, tout ça est très anonyme et très agrégé. Mais effectivement, on a une partie où nous avons notre propre voiture avec nos caméras sur la route. Mais nous sommes aidés par d'autres signaux qui viennent de ces voitures sur la route, effectivement. Oui. Alors, aujourd'hui, vous vous concentrez sur quel type d'innovation? Quels services différenciants vous offrez aux utilisateurs, Leo Sei? Alors, nous, notre business aujourd'hui est B2B2C en anglais. En français, on est très orienté vers les business. C'est pour ça que les consommateurs nous connaissent moins. On n'a plus cette marque forte consommateur. Vous êtes moins directement en contact avec l'utilisateur final, avec le grand public, en fait. C'est ça. Donc, nous, on fournit aux entreprises de la donnée de localisation et au-dessus de ces données, on fournit tout un tas de services. Ça veut dire que l'image que j'aime à donner, c'est que le nerf de la guerre, c'est souvent la donnée, hein, effectivement. Ça va être toutes ces couches superposées de cartographie qui, ensemble, permettent de fournir des services à un utilisateur dans sa voiture, mais aussi à un camion de livraison ou un VTC qui essaye de faire de l'optimisation de parcours, etc. Et cette donnée-là, on parle de gigas et de térabytes de cartographie, de trafic, de fermeture. Tout le monde n'a pas la capacité à traiter cette information, donc on fournit aussi du service directement, des services de routage, des services de recherche, des services d'instruction de navigation, etc. Vous avez des exemples de services? Oui, bien sûr. Alors, dans nos services de routage, par exemple, on est capable de fournir une API ou même un SDK à quelqu'un qui voudrait construire une application mobile qui va voir des routes entre A et B ou entre A et B et C et D et d'optimiser les points de livraison. Donc, on pense par exemple à une livraison de colis. Comment optimiser les points en fonction du trafic à l'heure actuelle, comment arriver à avoir une instruction qui tienne compte du trafic, etc. Alors, beaucoup de gens pourraient dire pourquoi pas utiliser Google Maps, c'est vrai. Les deux critères un peu intéressants d'utiliser nos services seront d'une part, Google Maps n'a pas forcément les critères de limitation du véhicule.
le type de chargement chimique, explosif, le nombre d'essieux, la taille des ponts, le poids autorisé sur les routes, etc. Nous, on est en mesure de fournir ça. Et d'autre part, on le voit sur toute la gig économie, donc les Uber, les Bolt, etc. Les chauffeurs qui utilisent Google Maps sortent parfois des itinéraires recommandés, sauf qu'il faut savoir que toute la transaction et le modèle économique de Uber se fait sur le prix de la course va être en fonction de la route calculée par Uber. Donc si le chauffeur ne suit pas cette route, ils peuvent perdre à la longue et à l'échelle sur leur business model. Donc on peut les aider à fournir une navigation comparable à Google Maps, voire meilleure dans certains cas, tout en gardant la main sur l'expérience de leur chauffeur. Oui, parce que c'est vrai que parfois on a envie de passer en tant que client, par un autre chemin qui nous paraît plus court, ou qu'une autre appli, Waze ou autre, indique plus courte, et ça complique un peu les choses. Je crois que vous avez également des nouveautés, des développements particuliers en matière de précision de la navigation. Vous avez un système qui permet de savoir quelle est la voie la plus rapide sur une route ? C'est ça. Alors, c'est une des innovations sur lesquelles on travaille, et j'en parlais tout à l'heure sur les couches plus hautes sur la cartographie, c'est-à-dire que une route, c'est intéressant, mais savoir quelle voie en particulier sur cette route est la plus efficace. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On a déjà, par exemple, en termes de trafic, la capacité de savoir est-ce que le trafic est plutôt sur toute l'autoroute ou il est plutôt sur la voie de droite, parce qu'en fait, les gens sont en train de sortir de l'autoroute et du coup, ça crée un peu un bouchon sur la voie de droite et puis après sur les deux voies en partant de la droite parce que les gens essaient de s'insérer plus tard, etc. Donc, essayer d'être capable, avec la précision des GPS aujourd'hui, d'avoir cette information et de derrière, nous, être en mesure de recommander une voie. Alors, c'est des choses sur lesquelles on travaille qui sont pas encore publiques, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille à horizon court terme. Oui, parce qu'on arrive à avoir de l'info fiable, parce que ça va très très vite. Une voie peut être fluide quelques minutes, et puis quelques minutes plus tard, elle l'est plus, et ainsi de suite. Bah effectivement, donc c'est là que la richesse des sources qu'on utilise prend tout son ampleur, parce qu'on parlait tout à l'heure des caméras par exemple. Si jamais une caméra voit un débris et qu'elle est en capacité de renvoyer cette information, on pourrait imaginer que la voiture derrière reçoive via nos services une alerte attention débris parce que ça a été capturé. Donc c'est encore plus rapide qu'un humain qui irait sur Waze, par exemple, dire attention débris, parce que la caméra le capture, le positionne, l'envoie, et du coup, on serait en mesure de faire ça. Donc ça, c'est des innovations sur lesquelles on peut travailler. Et le trafic, c'est pareil. La multitude de sources sur laquelle on travaille nous permet d'avoir cette réactivité et d'avancer sur ces informations-là. La navigation GPS, c'est de plus en plus du temps réel aujourd'hui ? Oui, la navigation et la carte autour de nous, notre ambition, c'est d'avoir une carte quasiment en temps réel à tout point de vue. Donc aussi bien du trafic, des fermetures, des situations géographiques, de météo, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être capable d'utiliser tous les signaux qu'on peut, de caméra, de communauté, de position des téléphones, etc., pour essayer de créer un digital twin, comme on dit en anglais, qui représente la réalité de manière parfaite. Et c'est vrai que pour le commun des mortels, moi, en tant que conducteur, je me dirais, bon, on est sur Google Maps ou sur Waze, c'est bon, on a ce qu'il faut. Mais il faut savoir que je vais vous donner deux exemples. Par exemple, vous prenez un livreur de nourriture qui est aux États-Unis ou en Europe, souvent sont en voiture dans les grandes villes ou dans la campagne. Ils peuvent avoir des problématiques, par exemple, si je veux que ma soupe elle arrive pas complètement renversée, on a tous eu cette livraison où la soupe arrive, elle est complètement renversée. Moi, il vaut mieux pas commander de la soupe, en général. Ouais. Non, voilà, on ça marche mieux avec les frites. On sait que ça n'arrive pas bien, mais du coup, si le VTC est en mesure d'éviter les dos d'âne, par exemple, un point très bête, eh ben il peut optimiser sa course pour que la nourriture arrive de manière à peu près intacte. Et pareil pour la navigation. Moi, je sais qu'en tant que conducteur, avant de travailler chez TomTom, j'étais friand de Waze et de Google Maps et je les utilise toujours pour comparer. Ça m'arrive quand même souvent de louper ma sortie ou de pas prendre la bonne intersection parce que j'ai 5 voies devant moi et si vous avez conduit aux États-Unis ou en Asie, c'est encore pire. Donc il y a encore plein d'innovations là-dessus pour aider le conducteur à ne pas être stressé, à pouvoir se dire ok, j'ai confiance que ça va être exactement là que je dois aller et je suis pas en train de faire des manœuvres de dernière minute parce que j'ai loupé ma sortie. Donc il y a toujours de l'innovation possible là-dessus. Toujours plus de précision. Exactement. Là, on parle de GPS dans les smartphones ou dans les voitures. Où en êtes-vous de l'intégration de vos solutions dans les voitures ? Il y a du TomTom dans certains véhicules.
Alors effectivement, c'est même le pivot que TomTom a fait depuis 10 ans, de s'intégrer directement dans les voitures. On a une grosse part de marché dont on est intégré directement dans le infotainment, dans la console centrale des voitures. On peut dire quelle marque un peu, quel type de véhicule ou pas? Alors je sais pas qu'est-ce qui est public, mais il y en a qui le sont parce qu'ils l'indiquent. Donc beaucoup de Renault. On travaille beaucoup avec des marques comme Volkswagen. Ça avait été annoncé, le groupe Volkswagen. Donc voilà, on travaille avec une bonne part de marché sur le système embarqué. Mais est-ce que c'est pas... alors parce que là, je parle en tant qu'utilisateur. Malheureusement, les GPS de voiture, ils sont toujours à la ramasse par rapport aux applis sur smartphone, quoi. Quand on achète même une voiture neuve, on a l'impression qu'on a 3 ans de retard sur et l'interface et le traitement des données, etc. Comment est-ce que vous pouvez faire pour compenser ce problème? L'analogie que j'utilise souvent, c'est de regarder la voiture comme les smartphones ou comme le téléphone. Au final, c'est un hardware. Ah oui, mais c'est pas le cas parce qu'on peut pas télécharger des applis justement. On peut difficilement faire des mises à jour. De plus en plus. Oui, de plus en plus sur certains véhicules. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, les voitures d'aujourd'hui ou d'hier, c'est un peu les Nokia d'il y a 10 ans, et qu'avec le software defined vehicle, avec la manière dont Tesla fonctionne, par exemple, dans la Tesla, la mise à jour, elle est faite toutes les semaines, et il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour que justement cette mise à jour, cette updatability du software soit possible. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. On pense que c'est possible. Tous les constructeurs automobiles s'y attellent parce qu'ils savent que sans ça, ça ne fonctionnera pas, effectivement, parce que sinon le modèle actuel ou le modèle ancien, on construit aujourd'hui du software qui sortira dans les voitures dans 3 ans, qui seront sur la route dans 5. Et évidemment, il sera déjà désuet dès le lancement. Donc il faut trouver un moyen d'avoir cette mise à jour possible. Donc la voiture de demain, on pourra télécharger l'appli de navigation qu'on veut, les données, le faire évoluer, etc. Oui, et ce futur existe déjà, mais que dans certaines voitures. Oui, dans certains modèles haut de gamme. Ah, c'est sûr, pour le moment. Ouais. On a l'impression qu'on avait fait le tour de tout ce qu'on pouvait inventer et avoir en termes de services technologiques pour la navigation, mais on peut aller toujours plus loin. On peut aller toujours plus loin et c'est ce qu'on se rend compte. En fait, moi, je suis un fan de technologie. J'ai passé 10 ans chez Google, jamais dans la carte, dans plein d'autres domaines. Et ça fait 2 ans que je me plonge là-dedans et on se rend compte qu'en fait, on pense toujours que c'est bon, on a fait le tour. Et en fait, il y a toujours plein d'autres approches, innovations qui amènent de la valeur à nos utilisateurs. La voiture autonome, vous travaillez dessus ou pas? Si tant est qu'elle puisse voir le jour. Alors, on y travaille. Pour nous, c'est un continuum de données. Tout ça a besoin de données. La voiture autonome a besoin de beaucoup plus de données. Mais en fait, on s'attelle à tous les niveaux d'autonomie. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, il y a plusieurs niveaux L1, L2, L3, L4, etc. Et nous, en fait, on s'attelle à fournir de la donnée de plus en plus précise. Plus la voiture a besoin d'être en contrôle, plus les données doivent être précises. Mais c'est pas pour autant qu'on s'attelle pas à fournir de la limitation de vitesse, des informations de rayons de courbes dans les virages, etc., pour que la voiture puisse assister aussi le conducteur. Donc on s'attelle aussi bien à la voiture autonome que à la voiture assistante, si vous voulez, les aides à la conduite de plus en plus poussées. Et en termes d'interface, est-ce qu'on peut forcément encore faire mieux en termes d'intégration, d'affichage tête haute, affichage sur le pare-brise, etc. Vous travaillez également là-dessus ? Alors, on travaille sur 2 grands sujets. Il y en a un, c'est effectivement le sujet du moment, c'est de basculer sur l'assistance, l'intelligence artificielle en tant qu'interface. C'est-à-dire, on n'utilise plus un clavier comme pour l'input, mais on discute avec son système. Donc là, on a même lancé en partenariat avec Microsoft notre premier assistant dans la voiture, qui permet justement de ne plus avoir à rien toucher, mais de discuter avec sa voiture pour aller au restaurant, pour aller sur ses navigations. Et en termes d'affichage, effectivement, il y a pas mal d'explorations sur la réalité augmentée, un peu comme les Apple Vision Pro, de pouvoir être capable de dire on va surimposer le flux de caméra avec les informations de navigation et potentiellement avec les informations d'aide à la conduite. Donc, être capable de dire, voyez, cette voie à droite, c'est celle-là qu'il faut prendre, mais attention, vous avez une voiture dans votre angle mort, donc attendez un peu. Enfin voilà, essayer de combiner tous ces flux-là pour fournir une information complète à l'utilisateur, intégrée à son environnement. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on travaille.
Bon, il y a un point faible quand même souvent sur la navigation GPS, c'est qu'il y a toujours un moment où on voit pas trop ce qu'il faut faire, on voit pas bien la route qu'il faut prendre, etc. Est-ce qu'on peut améliorer, là encore, la visibilité de la cartographie? Ben, c'est le point que je disais tout à l'heure, on n'a vraiment jamais fini dans ce monde-là. Et effectivement, on travaille sur des sujets de rendu, de visualisation de la carto pour rendre la visibilité et la possibilité d'anticipation plus forte. Donc là, on a lancé quelques partenariats avec je sais pas comment on dit en français, mais des moteurs de rendu de jeu type Unity pour vraiment amener ce rendu presque photoréaliste de ce qui nous entoure et améliorer la capacité à se projeter dans les manœuvres à faire à l'avance. Il y a je sais plus si c'est Google qui a présenté, enfin qui a un système qui affiche véritablement les directions sur la route, en fait, en réalité augmentée. Est-ce que la réalité augmentée est une piste intéressante aussi pour afficher directement les flèches sur les routes là où on doit aller? Alors on fait les deux, hein. La réalité augmentée, c'est très intéressant parce qu'effectivement ça permet d'être on ne peut plus photoréaliste. C'est plus difficile du coup de surimposer parce qu'il faut arriver à positionner exactement où on est par rapport à cette réalité, ce qui du coup connecte au fait qu'il faut qu'on ait les informations de la réalité quasiment en temps réel pour être capable de faire ce positionnement-là. Mais c'est une piste. L'autre sur laquelle on explore aussi, c'est justement ce rendu 3D avec une visibilité vraiment quasi réelle de notre environnement pour aider la conduite et la navigation. Donc on explore plusieurs pistes d'innovation pour améliorer l'expérience de navigation. Vous parlez d'intelligence artificielle, ça peut aller plus loin en termes de traitement de la donnée, d'anticipation? Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on essaye de l'appliquer et de s'en servir comme outil à tous les échelons de notre innovation. Donc là, j'en parlais pour l'interface homme-machine entre guillemets, mais on s'en sert énormément dans ce qui est traitement de données. Comme je vous disais, on a beaucoup de sources de signaux. Comment les interpréter, comment rendre cette interprétation plus fiable, combiner des images satellites avec de l'extraction de données des caméras des voitures, avec des positions GPS et arriver à créer par exemple comment les voies se connectent les unes aux autres. On en revient pour être capable de fournir une donnée extrêmement précise à des voitures autonomes. Donc oui, on s'en sert à tous les échelons pour être capable de fournir des meilleures routes, de fournir des meilleures données et de fournir une meilleure interface. Merci beaucoup, Léo Sey, vice-président chargé des produits chez TomTom. Merci.